Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur D8 dans Voyage au bout de la nuit. Ce soir, je continue la lecture des nouvelles de Musset. Et moi, j'en étais à la première nouvelle qui s'appelle Emmeline. J'en étais au chapitre 3. Alors, ça raconte une histoire d'amour impossible. On aime bien ça, hein. Musset disait d'ailleurs « Mieux vaut souffrir en amour que de ne jamais avoir aimé ». Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Vous pouvez réagir sur Facebook et sur Twitter avec le hashtag VBN et nous dire ce que vous en pensez. Voilà, je continue la lecture. Emmeline ne parla... Voilà, attention parce que... Pardon. Je voulais juste vous rappeler, parce que j'en étais pas si loin, que Monsieur de Sorgues, donc un homme... Emmeline est mariée et Monsieur de Sorgues est un homme qui la trouble un petit peu. C'est léger pour le moment, mais seulement là, il venait d'entrer chez elle et de la saisir et de l'embrasser. Elle était un peu bouleversée. Voilà, je reprends. Emmeline ne parla de son aventure à personne. Elle n'y vit qu'une leçon pour elle et un sujet de réflexion. Son humeur n'en fut pas altérée, seulement quand Madame d'Hennery, selon sa coutume, l'embrassait le soir avant de se retirer, un léger frisson faisait pâlir la comtesse. Bien loin de se plaindre de sa tante, comme elle l'avait d'abord résolu, elle ne chercha qu'à se rapprocher d'elle et à la faire parler davantage. La pensée du danger étant écartée par le départ de l'adorateur, il n'était resté dans la tête de la comtesse qu'une curiosité insatiable. La marquise avait eu, dans la force du terme, ce qu'on appelle une jeunesse orageuse. En avouant le tiers de la vérité, elle était déjà très divertissante et, avec sa nièce, après dîner, elle en avouait quelquefois la moitié. Il est vrai que tous les matins, elle se réveillait avec l'intention de ne plus rien dire et de reprendre tout ce qu'elle avait dit. Mais ces anecdotes ressemblaient par malheur aux moutons de Panurge et à mesure que la journée avançait, les confidences se multipliaient, en sorte que, quand minuit sonnait, il se trouvait quelquefois que l'aiguille semblait avoir compté le nombre des historiettes de la bonne dame. Enfoncée dans un grand fauteuil, Emmeline écoutait gravement. Je n'ai pas besoin d'ajouter que cette gravité était troublée à chaque instant par un fou rire et les questions les plus plaisantes. À travers les scrupules et les réticences indispensables, Madame de Marsan déchiffrait sa tante comme un manuscrit précieux où il manque nombre de feuillets. Que l'intelligence du lecteur doit remplacer, le monde lui apparut sous un nouvel aspect. Elle vit que, pour faire mouvoir les marionnettes, il fallait connaître et saisir les fils. Elle prit dans cette pensée une indulgence pour les autres qu'elle a toujours conservée. Il semble en effet que rien ne la choque et personne n'est moins sévère qu'elle pour ses amis. Cela vient de ce que l'expérience l'a forcée à se regarder comme un être à part et qu'en s'amusant innocemment des faiblesses d'autrui, elle a renoncé à les imiter. Ce fut alors que, de retour à Paris, elle devint cette comtesse de Marsan dont on a tant parlé et qui fut si vite à la mode. Ce n'est plus la petite Duval ni la jeune mariée turbulente et presque toujours décoiffée. Une seule épreuve et sa volonté l'avait subitement métamorphosée. C'était une femme de tête et de cœur qui ne voulait ni amour ni conquête et qui, avec une sagesse reconnue, trouvait moyen de plaire partout. Il semblait qu'elle se fût dit « Puisque c'est ainsi que va le monde, eh bien, nous le prendrons comme il est ». Elle avait deviné la vie et pendant un an, vous vous en souvenez, il n'y eut pas de plaisir sans elle. On a cru et on a dit, je le sais, qu'un changement si extraordinaire n'avait pu être fait que par l'amour. Et on a attribué à une passion nouvelle le nouvel éclat de la comtesse. On juge si vite et on se trompe si bien. Ce qui fit le charme d'Emmeline, ce fut son parti pris de n'attaquer personne et d'être elle-même inattaquable. S'il y a quelqu'un à qui puisse s'appliquer ce mot charmant d'un de nos poètes, je vis par curiosité, c'est à Madame de Marsan. Ce mot la résume tout entière. Monsieur de Marsan revint. Le peu de succès de son voyage ne l'avait pas mis de bonne humeur. Ses projets étaient renversés.
La Révolution de Juillet vint par là-dessus et il perdit ses épaulettes. Fidèle au parti qu'il servait, il ne sortit plus que pour faire de rares visites dans le faubourg Saint-Germain. Au milieu de ces tristes circonstances, Emmeline tomba malade. Sa santé délicate fut brisée par de longues souffrances et elle pensa mourir. 1 an après, on la reconnaissait à peine. Son oncle l'emmena en Italie et ce ne fut qu'en 1832 qu'elle revint de Nice avec le digne homme. Je vous ai dit qu'il s'était formé un cercle autour d'elle et elle le retrouva au retour, mais de vive et alerte qu'elle était, elle devint sédentaire. Il semblait que l'agilité de son corps l'eût quittée et ne fût restée que dans son esprit. Elle sortait rarement, comme son mari, et on ne passait guère le soir sous la fenêtre sans voir la lumière de sa lampe. Là se rassemblaient quelques amis, comme les gens d'élite se cherchent. L'hôtel de Marsan fut bientôt un lieu de réunion très agréable que l'on n'abordait ni trop difficilement ni trop aisément, et qui eut le bon sens de ne pas devenir un bureau d'esprit. Monsieur de Marsan, habitué à une vie plus agitée, s'ennuyait de ne savoir que faire. Les conversations et l'oisiveté n'avaient jamais été fortes à son goût. On le vit d'abord plus rarement chez la comtesse et peu à peu on ne le vit plus. On a dit même que fatigué de sa femme, il avait pris une maîtresse, comme ce n'est pas prouvé, nous n'en parlerons pas. Cependant, Emmeline avait 25 ans. Et sans se rendre compte de ce qui se passait sans elle, elle sentait aussi l'ennui la gagner. L'allée des soupirs lui revint en mémoire et la solitude l'inquiéta. Elle lui semblait éprouver un désir et quand elle cherchait ce qui lui manquait, elle ne trouvait rien. Il ne lui venait pas à la pensée qu'on pût aimer 2 fois dans sa vie. Sous ce rapport, elle croyait avoir épuisé son cœur et Monsieur de Marsan en était pour elle l'unique dépositaire. Lorsqu'elle entendait la Malibran, une crainte involontaire la saisissait. Rentrée chez elle et enfermée, elle passait quelquefois la nuit entière à chanter seule et il arrivait que sur ses lèvres les notes devenaient convulsives. Elle crut que sa passion pour la musique suffirait pour la rendre heureuse. Elle avait une loge aux Italiens qu'elle fit tendre de soie comme un boudoir. Cette loge, décorée avec un soin extrême, fut pendant quelque temps l'objet constant de ses pensées. Elle en avait choisi l'étoffe, elle y fit porter une petite glace gothique qu'elle aimait. Ne sachant comment prolonger ce plaisir d'enfant, elle y ajoutait chaque jour quelque chose. Elle fit elle-même pour sa loge un petit tabouret en tapisserie qui était un chef-d'œuvre. Enfin, quand tout fut décidément achevé, quand il n'y eut plus moyen de rien inventer, elle se trouva seule, un soir, dans son coin chéri, en face du Don Juan de Mozart. Elle ne regardait ni la salle, ni le théâtre. Elle éprouvait une impatience irrésistible. Rubini, Madame Heinefetter et Mademoiselle Sontage chantaient le trio des masques, que le public leur fit répéter. Perdue dans sa rêverie, Emmeline écoutait de toute son âme. Elle s'aperçut, en revenant à elle, qu'elle avait étendu le bras sur une chaise vide à ses côtés, qu'elle serrait fortement son mouchoir, à défaut d'une main amie. Elle ne se demanda pas pourquoi. Monsieur de Marsan n'était pas là, mais elle se demanda pourquoi elle y était seule. Et cette réflexion la troubla. Elle trouva en rentrant son mari dans le salon jouant aux échecs avec un de ses amis. Elle s'assit à quelque distance et presque malgré elle, regarda le comte et suivait les mouvements de cette noble figure qu'elle avait vue si belle à 18 ans lorsqu'il s'était jeté au-devant de son cheval. Monsieur de Marsan perdait et ses sourcils froncés ne lui prêtaient pas une expression gracieuse. Il sourit tout à coup. La fortune tournait de son côté et ses yeux brillèrent. « Vous aimez donc beaucoup ce jeu ?» demanda Emmeline en souriant. « Comme la musique, pour passer le temps » répondit le comte, et il continua sans regarder sa femme. « Passer le temps » se répéta tout bas Madame de Marsan dans sa chambre au moment de se mettre au lit.
Ce mot l'empêchait de dormir. Il est beau, il est brave, se disait-elle, il m'aime. Cependant, son cœur battait avec violence. Elle écoutait le bruit de la pendule et la vibration monotone du balancier lui était insupportable. Elle se leva pour l'arrêter. « Que fais-je » se demanda-t-elle. Arrêterai-je l'heure et le temps en forçant cette petite horloge à se taire ? Les yeux fixés sur la pendule, elle se livra à des pensées qui ne lui étaient pas encore venues. Elle songea au passé, à l'avenir, à la rapidité de la vie. Elle se demanda pourquoi nous sommes sur terre, ce que nous faisons, ce qui nous attend après. En cherchant dans son cœur, elle n'y trouva qu'un jour où elle eût vécu, celui où elle avait senti qu'elle aimait. Le reste lui sembla un rêve confus, une succession de journées uniformes, comme le mouvement du balancier. Elle posa sa main sur son front et sentit un besoin invincible de vivre. Dirais-je de souffrir ? Peut-être. Elle eût préféré en cet instant la souffrance à la tristesse. Elle se dit qu'à tout prix, elle voulait changer son existence. Elle fit 100 projets de voyage et aucun pays ne lui plaisait. Qu'irait-elle chercher ? L'inutilité de ses désirs, l'incertitude qui l'accablait, l'effrayèrent. Elle crut avoir en un moment de folie. Elle crut avoir eu un moment de folie. Elle courut à son piano et voulut jouer son trio des masques, mais aux premiers accords, elle fondit en larmes et resta pensive et découragée. Parmi les habitués de l'hôtel de Marsan se trouvait un homme nommé Gilbert. Je sens, madame, qu'en vous parlant de lui, je touche ici à un point délicat et je ne sais pas trop comment je m'en tirerai. Il venait depuis 6 mois, 1 ou 2 fois par semaine chez la comtesse et ce qu'il ressentait auprès d'elle ne doit peut-être pas s'appeler de l'amour. Quoi qu'on en dise, l'amour, c'est l'espérance. Et telle que ses amis la connaissaient, si Emmeline inspirait des désirs, sa conduite et son caractère n'étaient pas faits pour les enhardir. Jamais, en présence de Madame de Marsan, Gilbert ne s'était adressé de questions de ce genre. Elle lui plaisait par sa conversation, par ses manières de voir, par ses goûts, par son esprit, et par un peu de malice qui, elle, le hochait de l'esprit. Éloigné d'elle, un regard, un sourire, quelque beauté secrète entrevue, que sais-je. 1000 souvenirs s'emparaient de lui et le poursuivaient incessamment, comme ces fragments de mélodie dont on ne peut se débarrasser à la suite d'une soirée musicale. Mais dès qu'il la voyait, il retrouvait le calme et la facilité qu'il avait de la voir souvent l'empêchait peut-être de souhaiter davantage, car ce n'est quelquefois qu'en perdant ce qu'on aime qu'on sent combien on les aimait. En allant le soir chez Emmeline, on la trouvait presque toujours entourée. Gilbert n'arrivait guère que vers 10 heures, au moment où il y avait le plus de monde et personne ne restait le dernier. On sortait ensemble à minuit, quelquefois plus tard, s'il s'était trouvé une histoire amusante en train. Il en résultait que depuis 6 mois, malgré son assiduité chez la comtesse, Gilbert n'avait point eu de tête-à-tête avec elle. Il la connaissait cependant très bien, et peut-être mieux que de plus intime, soit par une pénétration naturelle, soit par un autre motif qu'il faut vous dire aussi. Il aimait la musique autant qu'elle. Et comme un goût dominant explique bien des choses, c'était par là qu'il la devinait. Il y avait telle phrase d'une romance, tel passage d'un air italien, qui était pour lui la clé d'un trésor. L'air achevé, il regardait Emmeline et il était rare qu'il ne rencontrât pas ses yeux. S'agissait-il d'un livre nouveau ou d'une pièce représentée la veille ? Si l'un d'eux en disait son avis, l'autre approuvait d'un signe de tête. À une anecdote, il leur arrivait de rire au même endroit et le récit touchant d'une belle action leur faisait retourner les regards en même temps, de peur de trahir l'émotion trop vive. Pour tout exprimer par un bon vieux mot, il y avait entre eux sympathie. Mais direz-vous, c'est de l'amour ? Patience, madame, pas encore. Gilbert allait souvent au bouffe et passait quelquefois un acte dans la loge de la comtesse. Le hasard fit qu'un de ces jours-là, on donna encore Don Juan. Monsieur de Marsan y était,
Emmeline, lorsque vint le trio, ne put s'empêcher de regarder à côté d'elle et de se souvenir de son mouchoir. C'était cette fois le tour de Gilbert de rêver au son des basses et de la mélancolique harmonie. Toute son âme était sur les lèvres de mademoiselle Sontag et qui n'eût pas senti comme lui aurait pu le croire amoureux, fou de la charmante cantatrice. Les yeux du jeune homme étincelaient. Son visage, un peu pâle, ombragé de longs cheveux noirs, on lisait le plaisir qu'il éprouvait. Ses lèvres étaient entr'ouvertes et sa main, tremblante, frappait légèrement la mesure sur le velours de la balustrade. Emmeline sourit en ce moment. Je suis forcée de l'avouer, en ce moment, assis au fond de la loge, le comte dormait profondément. Tant d'obstacles s'opposent ici-bas à des hasards de cette espèce que ce ne sont que des rencontres, mais par cela même, il frappe davantage et laisse un plus long souvenir. Gilbert ne se douta même pas de la pensée secrète d'Emmeline et de la comparaison qu'elle avait pu faire. Il y avait pourtant de certains jours où il se demandait au fond du cœur si la comtesse était heureuse. En se le demandant, il ne le croyait pas, mais dès qu'il y pensait, il n'en savait plus rien. Voyant à peu près les mêmes gens et vivant dans le même monde, ils avaient tous deux nécessairement 1000 occasions de s'écrire pour des motifs légers. Ces billets indifférents, soumis aux lois de la cérémonie, trouvaient toujours moyen de renfermer un mot, une pensée qui donnait à rêver. Gilbert restait souvent une matinée avec une lettre de Madame de Marsan ouverte sur la table. Et malgré lui, de temps en temps, il y jetait les yeux. Son imagination excitée lui faisait chercher un sens particulier aux choses les plus insignifiantes. Emmeline signait quelquefois en italien, Vostrissima. Et il y avait beau n'y voir qu'une formule amicale, il se répétait que ce mot voulait pourtant dire « toutes à vous ». Sans être un homme à bonne fortune comme M. de Sorgues, Gilbert avait eu des maîtresses. Il était loin de professer pour les femmes cette apparence de mépris précoce que les jeunes gens prennent comme une mode. Mais il avait sa façon de penser. Et je ne vous l'expliquerai pas autrement qu'en vous disant que la comtesse de Marsan lui paraissait une exception. Assurément bien, des femmes sont sages. Je me trompe, madame, elles le sont toutes. Mais il y a manière de l'être. Emmeline, à son âge, riche, jolie, un peu triste, exaltée sur certains points, insouciante à l'excès sur d'autres, environnée de la meilleure compagnie, pleine de talent, aimant le plaisir, tout cela semblait au jeune homme d'étranges éléments de sagesse. Elle est belle pourtant, se disait-il, tandis que par les douces soirées d'août, il se promenait sur le boulevard italien. Elle aime son mari sans doute, mais ce n'est que de l'amitié, l'amour est passé. Vivra-t-elle sans amour? Tout en y pensant, il fit réflexion que depuis 6 mois, il vivait sans maîtresse. Un jour qu'il était en visite, il passa devant la porte de l'hôtel de Marsan et y frappa, contre sa coutume. Attendu qu'il n'était que 3 heures, il espérait trouver la comtesse seule, et il s'étonnait que l'idée de cet heureux hasard lui vint pour la première fois. On lui répondit qu'elle était sortie. Il reprit le chemin de son logis de mauvaise humeur, et comme c'était son habitude, il parlait seul entre ses dents. Je n'ai que faire de vous dire à quoi il songeait. Ces distractions l'entraînèrent peu à peu, et il s'écarta de sa route. Ce fut, je crois, au coin du carrefour Bussy, qu'il heurta assez rudement un passant, et d'une manière au moins bizarre, car il se trouva tout à coup face à face avec un visage inconnu, à qui il venait de dire tout haut « Si je vous le disais pourtant que je vous aime ». Il s'esquivait, honteux de sa folie dont il ne pouvait s'empêcher de rire, lorsqu'il aperçut que son apostrophe ridicule faisait un vers assez bien tourné. Il en avait fait quelques-uns du temps qu'il était au collège. Il eut pris fantaisie de chercher la rime et il la trouva, comme vous allez voir. Le lendemain était un samedi, jour de réception de la comtesse. Monsieur de Marsan commençait à se relâcher de ses résolutions solitaires et il y avait grande foule ce jour-là. Les lustres allumés, toutes les portes ouvertes, cercle énorme à la cheminée, les femmes d'un côté, les hommes de l'autre, ce n'était pas un lieu à billets doux. Gilbert s'approcha, non sans peine, de la maîtresse de maison. Après avoir causé de choses
indifférente avec elle et ses voisines un quart d'heure. Il tira de sa poche un papier plié qu'il s'amusait à chiffonner. Comme ce papier, tout chiffonné qu'il était, avait pourtant un air de lettre, il s'attendait qu'on le remarquerait. Quelqu'un le remarqua en effet, mais ce ne fut pas Emmeline. Il le remit dans sa poche, puis il en tira de nouveau. Enfin, la comtesse y jeta les yeux et lui demanda ce qu'il tenait. « Ce sont, lui dit-il, des vers de ma façon que j'ai faits pour une belle dame, et je vous les montrerai si vous me promettez que, dans le cas où vous devineriez qui c'est, vous ne me nuirez pas dans son esprit. » Emmeline prit le papier et lut les stances suivantes. Et les stances suivantes, je les lirai la prochaine fois. Voilà, merci beaucoup de m'avoir écouté lire Emmeline de Musset. Ils font partie de son livre Nouvelles de Musset. Je vous souhaite une très belle nuit et une très bonne journée.